Alors, rappeler que le temps que tout le monde arrive, il y aura une rencontre en présence chez Mosaïque le 6 décembre. Tu peux le dire voilà, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. Oui, on le voit là, ok. Donc, le 6 décembre, lundi prochain, il y a Philippe Gabillet qui nous fait l'amitié de venir, professeur à l'ESCP, pour une séance de dédicace de son nouveau livre. Alors, les précédents étaient très bien. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, parce que le titre, c'est L'éloge de l'inattendu, l'art de se laisser surprendre. Et s'il était possible d'apprendre à surfer sur ces possibilités étonnantes qu'on ne connaît pas encore, et si l'on pouvait se préparer à vivre des lendemains surprenants. Voilà. Donc, à partir de 18h, je crois, dans les locaux de Mosaïque à Paris, 14 bis rue de Milan, vous êtes les bienvenus. Pareil, inscription au secrétariat, s'il vous plaît, pour qu'on puisse juste prévoir le bon nombre. Ça nous fait bien plaisir de l'accueillir. et ça sera enregistré. Donc, ceux qui sont loin, manifestez votre intérêt. On vous fera passer le lien pour l'enregistrement de sa conf. Ben, moi, je vais être loin, mais Monique va être là. Ok. Est-ce qu'on y va ou maman, tu veux dire un mot d'introduction? Non, je sais que Guillaume avait beaucoup de choses à faire, mais j'ai insisté pour qu'il nous présente cette approche qui nous avait beaucoup plu à notre réunion pédago. Et comme il ne sait pas faire deux fois la même chose, eh bien, il a été un peu plus loin. Donc, j'ai aucune idée, moi non plus, de ce qui nous attend ce soir. Merci. Alors, on y va. Alors, on voulait parler des... Excusez-moi, j'ai juste un petit truc, c'est que je n'arrive pas à vous voir. Alors, hop, j'arrive pas à vous voir. Ok, bon, très bien. Hop. Donc, vous parlez aujourd'hui un petit peu des erreurs qu'on peut commettre, des erreurs de raisonnement, ce qu'on appelle aujourd'hui les biais et les bruits. Alors, il y a quelques-uns qui ne sont pas en mute. Si vous pouvez juste vous mettre en mute. Voilà. Une seconde. Dominique, c'est toi. Je vais te mettre en mute. Voilà. Ok. Excusez-moi. Alors, on reprend. Et donc, on va discuter des bruits et des biais. L'erreur humaine, moi, je suis persuadé que, voilà, donc c'est ce que je mettais un petit peu en introduction dans le descriptif. On a tendance à faire beaucoup trop confiance à nos capacités de décision individuelles et collectives, ce qui est un petit peu compliqué puisque dans les organisations, c'est souvent en fait le but même de l'organisation qui est de prendre et de mettre en œuvre des décisions. Et donc, en fait, ces erreurs et tous ces défauts, qu'est-ce que ça peut un peu nous apprendre pour en faire des leviers de réussite? Alors, aujourd'hui, c'est un phosphore, donc on ne va pas trop approfondir, mais je vais plutôt essayer de vous stimuler. Alors, on va parler de Philippe. Je vais plutôt essayer de vous stimuler en vous parlant, en essayant de faire une synthèse un petit peu de trois choses, de trois livres que j'aime bien. Je vous donnerai les références à la fin, mais le premier, c'est sur les biais cognitifs, Thinking Fast and Slow, du prix Nobel de Daniel Kahneman. Le deuxième, il s'appelle Noise en français aussi, avec Kahneman, mais aussi Sibony et Sunstein. Et puis, bien sûr, le leadership du vivant. Comment on peut un peu réconcilier des approches très scientifiques de la psychologie et du jugement, et puis aussi une approche mosaïque qu'elle on a tous à cœur. Alors, ça va être assez stimulant à ce niveau-là. Je vais commencer par une petite introduction facile et après je vais vous passer la parole pour savoir ce que ça vous a inspiré, le descriptif ou le titre, pour ceux qui ont envie de contribuer, de partager une expérience par rapport à ça. Donc, dans quelques minutes, je vais vous passer la parole si vous voulez réfléchir à quelque chose qui vous a inspiré. Alors, pour commencer,
vous montre ces deux flèches et la question est simple. Quelle est la longueur la plus grande? Est-ce que c'est en haut ou en bas que la longueur est la plus grande? Qui veut se lancer? Ben, c'est classique comme illusion d'optique, elles sont pareilles. Tout à fait. Tout à fait. C'est une illusion d'optique, c'est ma préférée. Elle est toute simple, elle est due à Muller. Et en fait, elles ont la même longueur, tout à fait. C'est juste les bouts de flèches sur le côté qui nous donnent l'impression qu'elles sont différentes. Il y en a une autre que j'aime bien, c'est celle de l'échiquier. Alors, vous voyez la case A et la case B, et la question est laquelle est la plus foncée? Donc, évidemment, c'est la case A, mais si jamais je recouvre les autres dalles et je coupe le contraste, on se rend compte, et vous pourrez jouer avec les slides quand je vous les passerai, qui sont de la même couleur, la case A et B. Regardez, si on regarde par exemple la case B avec attention, en fait, elle n'a pas changé de couleur. Hein. Si on la regarde bien, la lettre B, voilà, et la lettre A non plus. Donc, c'est notre cerveau qui nous crée ces illusions d'optique-là. Et en fait, ce dont on va parler un petit peu aujourd'hui, c'est les illusions en fait, de raisonnement, les illusions cognitives qui fonctionnent en fait tout à fait de la même façon. Qu'elles sont naturelles, elles sont faites par comment notre cerveau fonctionne et ça nous facilite la vie 90% du temps, mais de temps en temps, on tombe dans un piège. Alors, j'ai fait un lien, je vais faire un lien à chaque fois avec une des lois du vivant, du leadership, du vivant. Moi, celle-là, je la relie au commencement. En fait, pourquoi? Parce qu'au commencement, on ne peut pas voir autre chose que deux côtés de couleurs de longueurs différentes. On commence toujours par croire, on commence toujours par voir l'illusion avant de pouvoir se poser des questions. Mais le deuxième exemple nous montre qu'on peut aussi, autant de fois qu'on veut, grâce à notre connaissance de l'illusion, revenir au début de cette sensation et de faire un nouveau commencement au sens où on peut dire, ben non, j'ai reconnu l'illusion, je sais que c'en est une, je peux à partir de là agir différemment. Ok. Alors du coup, moi j'avais appelé ça l'erreur comme un levier stratégique pour les organisations, pour les entreprises. J'aimerais savoir si dans le groupe, je vais arrêter de partager mon écran 2 minutes, est-ce que ça vous a inspiré et est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui voudraient partager une expérience vécue ou une réflexion par rapport à qu'ils ont eu ou en fait l'erreur, les biais, les bruits de raisonnement, les illusions, tout ça, ça peut être un levier stratégique, une situation peut-être à partager. Hop. Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer? Vous pouvez lever la main ou la parole. Vas-y, Arlette. Dire simplement, j'ai fait une expérience avec un casque virtuel et il fallait être sur un morceau de bois très étroit et dans le vide. Et même si je savais que le casque c'était du virtuel, mais j'ai eu quand même peur d'avancer sur le morceau de bois. Mais j'ai réussi à le faire en me disant, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Et j'ai avancé sur le morceau de bois jusqu'au bout. Alors qu'il y avait le vide en dessous. Donc, comme quoi on peut vaincre sa peur par l'illusion. Ça a appris qu'on pouvait passer cette peur. Voilà. Merci pour ça. Quelqu'un d'autre? Non. Ok. Peut-être des décisions qui ont été prises en groupe. Ah, je ne sais pas. Moi, j'ai une histoire qui m'est revenue en t'écoutant, là. C'était en 96, je crois. Ouais, j'ai dû déménager Mosaïque, l'école. J'ai perdu toute l'équipe parce que tout le monde est parti, divorcé. Enfin, bon, il y avait une grosse crise émotionnelle. Et je me suis battue pendant presque 7-8 mois pour faire des ateliers avec 2-3 personnes, juste pour maintenir, pour dire que ça continuait. Et
comme ça se remplissait pas bien, ben, on était tous persuadés qu'il fallait faire des choses sur des journées, des demi-journées. On a tout essayé. On a perdu beaucoup d'énergie, surtout moi. Et à chaque fois, il y avait 2, 3 personnes, maximum 4. Et ça devenait comme un enfer. Donc, il y a eu un moment là où tout à coup, un certain nombre d'illusions sont tombées et nous avons décidé qu'à partir de, je pense que c'était en novembre, que plus aucun effort sur 2 jours, un jour ou une demi-journée serait fait, qu'il y aurait un cycle de 15 jours qui commencerait en mars. Et c'était tout ce qu'on allait proposer et arrêter de proposer de s'épuiser. Et c'est comme ça que les cycles coach ont démarré en 97. Voilà. Mais il y a eu pour moi de profond désarroi et de stratégie qui ne menaient à rien. Ouais, je pourrais te dire quelque chose. Tous ceux qui ont travaillé avec le politique, avec les politiciens, savent que le niveau public ne fonctionne pas avec la réalité, mais fonctionne avec la perception de la réalité, et en particulier par la perception de la réalité du public. Et ce que ça veut dire, c'est que beaucoup de politiques publiques sont prises à partir de perceptions qui sont complètement illusoires, de préjugés qui sont ancrés dans la population. Mais on ne peut pas fonctionner avec la réalité. Il faut fonctionner avec la perception de la réalité, parce que sinon, il n'y a rien qui est accepté. J'ai déjà eu un patron qui s'appelait Jean Chrétien, qui nous disait « Ne m'arrivez pas avec des choses que je ne peux pas vendre à la population. » Puis à la population, c'est très difficile de vendre des choses qui ne correspondent pas à leurs préjugés ou à leurs illusions, des fois. Je pense que c'est un élément qui arrive aussi dans le domaine de la commercialisation. Oui. Venez pas avec des choses que je ne peux pas vendre au big boss ou à un manager. Je pense que des choses comme ça. Exactement. Ça s'applique aussi dans le privé, je pense. Quelqu'un d'autre? Ok. D'accord. Alors, on va avancer un petit peu. Alors, je vais vous proposer quelques exemples. Je vais repartager mon écran si l'un de vous peut me dire quand ça fonctionne. Et on va regarder quelques exemples de biais et d'erreurs qu'on peut faire pour s'amuser. Et après, on va faire des petits groupes pour, si j'y arrive, pour travailler un petit peu sur des situations concrètes ensemble et puis faire un retour. Et puis après, on pourra conclure et débriefer là-dessus. Alors, allons-y. Je vais repartager mon écran. Hop. Alors, donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Si on voulait schématiser ce qui se passe dans notre cerveau, pourquoi on se trompe autant, c'est tout simplement… attendez une seconde. Alors, eh bien, c'est parce qu'en fait, c'est une façon de décrire le fonctionnement du cerveau, c'est tout simple, c'est qu'il y a en fait un petit peu deux façons de penser. Ce que Kahneman, dans son livre, appelle 2 systèmes. Donc, c'est assez… la théorie est assez simple, certains d'entre vous sont familiers avec, mais il y a un système qu'on appelle 1, qui est rapide, qui est symbolisé par le lapin à gauche, et qui réfléchit instantanément. C'est celui qui permet de reconnaître quelqu'un qui vous fixe dans une foule. C'est quelqu'un qui permet c'est le système qui permet de voir son nom sur une liste rapidement. C'est un système qui permet, par exemple, qui est automatique, qui permet, par exemple, de répondre à la question. Alors, essayez de compléter la phrase, s'il vous plaît. Liberté, égalité. Sexualité. Merci, Claude. Merci, Claude. Jean-Yann, c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà. Donc, en tout cas, une réponse vous est tous venue à l'esprit, sauf Claude, c'est fraternité. Exactement. Et si je vous pose une autre question
qui est une autre question. Voilà, essayez de compléter la phrase. C'est, par exemple, la phrase 17 fois 13 égale. Fraternité. Voilà, exactement. Donc là, pourtant, ce n'est pas si compliqué, puisque 17 fois 10, ça fait 170. 17 fois 3, ça fait 30, plus 7 fois 3, donc ça fait 51. Donc 30 plus 170, ça fait 200, donc ça fait 221. Ce n'est pas si compliqué, mais ça demande un effort mental très important. C'est lent, c'est un processus progressif, et ça, c'est le système 2, symbolisé par la tortue, qui est capable de faire ce genre de raisonnement. Donc, ces deux types de raisonnement n'ont rien à voir. Et donc, ce système 2, il fait les raisonnements logiques, il prend les décisions de long terme. Et il est logique, c'est la partie un peu rationnelle, un peu consciente. Et c'est lui qui prend les décisions in fine. Donc, même si on a une réaction rapide, mais qu'ensuite on réfléchit, on change d'avis, c'est lui qui a le dernier mot. Cependant, on a tendance... les illusions viennent du fait qu'on a tendance à penser qu'on n'a qu'une tortue dans la tête, et en fait le lapin, on ne le voit pas parce qu'il est trop rapide. Mais c'est intéressant l'interaction entre les deux. Donc on va regarder un petit peu quelques exemples d'illusions tout à fait classiques. Donc le premier, hommage à ma chère maman et ma chère Tati, Daniel et Michel, c'est l'exemple de la maternité que j'aime bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vais à la maternité et je regarde les premiers enfants qui naissent quand je suis là. Okay, je vais en salle d'accouchement et je regarde le sexe des enfants qui naissent. Et donc, je me demande si ce que je vois est particulièrement intéressant, surprenant ou pas, quoi. Donc, en fait, j'ai deux cas. Voilà, il y a lundi, j'y vais et je vois 4 filles de suite. Le mardi, j'y vais, je vois une fille, un garçon, une fille, un garçon. Qu'est-ce qui est plus probable ? Qu'est-ce qui est le moins surprenant ? Qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver, le cas A ou le cas B ? Alors, vous pouvez mettre dans le chat. J'entends plus rien, mais je dirais... Quel B. Excusez-moi, il y a eu un crash. Est-ce que vous m'avez récupéré ? Oui. Oui, ok. Excusez-moi, mon ordinateur n'a plus de mémoire. Hop. Excusez-moi pour ça, on redémarre. Alors, qu'est-ce qui est plus probable, selon vous, qu'on voit 4 filles de suite ou une fille, un garçon, une fille, un garçon ? Bon. Évidemment, intuitivement, on a envie clairement de dire que c'est le cas A. Bon, c'est un piège, en fait, puisque à chaque fois, l'enfant peut être une fille ou un garçon, donc la probabilité à chaque fois, c'est 50%, dans un cas comme dans l'autre, 4 fois, donc j'ai 6,25% de chance d'avoir le cas A ou le cas B, en fait. Et si vous réfléchissez, il y en a beaucoup d'autres. Et donc, en fait, ce n'est pas vrai que l'alternance fille-garçon est plus probable, pas spécialement. Hein. Ce qui est plus probable, c'est de voir 2 filles, 2 garçons. Hein. Ça, c'est plus probable, puisqu'en fait, il y a plein de façons de voir 2 filles, 2 garçons. Ça peut être fille, fille, garçon, garçon, fille, garçon, garçon, fille, etc. Mais ce n'est pas ça que j'ai dit. Hein. Ce n'est pas ça. L'observation précise, ce n'est pas celle-là. Et donc, on a tendance à faire des raccourcis. Celui-là, il est assez célèbre. Il y en a un deuxième qui est encore plus simple. Hein. C'est je vais à la maternité, et moi, je vais à la maternité, puis mon collègue y va, et moi, je vois 4 filles de suite, ce qui est quand même assez rare, 6% de chance. Mais lui, il en voit 6 de suite. Bon. Qu'est-ce qui est plus probable ? Qu'est-ce qui est très surprenant ? C'est très surprenant d'avoir 6 filles de suite, en fait.
C'est extrêmement peu probable, c'est moins de 1%. Pourquoi je montre cet exemple? C'est parce qu'en fait, souvent, ce qu'on va se raconter, c'est on va se dire « Hey, t'as vu des garçons, toi ?» Non, moi, j'ai pas vu de garçons, j'ai vu que des filles. « Ah, mais moi aussi, j'ai vu que des filles. Oh là là, ces deux maternités, elles sont vraiment spéciales. » Mais en fait, en vrai, c'est pas du tout la même probabilité. Il aurait fallu dire « J'ai vu 4 filles de suite » et l'autre a dit « J'en ai vu 6. » Et en fait, c'est pas ça qu'on dit. On a tendance à faire des raccourcis. Et pourtant, il y a une différence énorme. Donc, quelle est la différence? C'est que c'est tout simplement ce qu'on appelle l'échantillonnage en termes de jargon, mais quand on fait des généralités, le cerveau n'est pas du tout sensible en fait au nombre d'observations qu'on a faites. Est-ce qu'on a fait ces observations en un jour, en 6 mois, en 1 an, en 10 ans? Et pourtant, ça n'a rien à voir. Si on dit « j'ai observé ce comportement tout le temps, depuis toujours », c'est quoi? Depuis 1 an que je suis dans la boîte, depuis 1 an que je suis à mon poste, depuis 3 ans que je suis dans la boîte, depuis 20 ans que je travaille, et ce n'est pas du tout pareil. Et pourtant, on n'en parle jamais. Donc ça, c'est la première chose auquel je pense qu'on peut s'améliorer, c'est l'échantillonnage. Un petit florilège de phrases que vous avez peut-être entendues, ou pas, mais moi, je l'ai entendu souvent. Tous les projets menés par cette personne sont en retard. Tous ses clients sont satisfaits. Ou cette méthode ne produit jamais de résultats. À chaque fois qu'on entend ça, il faut pouvoir soit soi-même, soit en parler à son collègue et dire tous, ça veut dire quoi? C'est combien? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tant qu'on n'a pas fait cette question-là, on peut sévèrement se planter. La loi du vivant à laquelle j'ai envie de la relier, c'est tout évolue. Et oui, c'est parce qu'en fait, si on n'a pas assez d'observations, si on généralise trop vite, on ne laisse pas de place à l'évolution. Qui pourtant peut être là. Voilà. Ah. Confirmation bias. Exactement. Alors, ensuite, un autre exemple que j'aime bien. C'est une histoire. Donc, je vais vous raconter une histoire. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Deuxième. C'est un ingénieur, donc c'est l'armée de l'air, qui décide de faire un truc incroyable, c'est-à-dire d'embaucher un statisticien pour les aider. Bon, alors moi j'avoue que j'ai rarement vu des managers embaucher des statisticiens pour les aider. Ça devient de plus en plus populaire avec les analyses de données et tout, mais quand même, c'est assez rare. Mais ils le font. Et un des premiers trucs qu'ils vont voir, c'est comment améliorer les avions pour qu'il y ait moins de morts, moins de pertes, moins de matériel abîmé. Et donc, cette photo que je vous montre, c'est la moyenne des avions qui rentrent au bercail après un raid sur l'Allemagne, par exemple. Quand ils reviennent, en moyenne, ils ont un certain nombre d'impacts de balles sur le fuselage. Et donc, ce qu'on voit très bien, c'est que les impacts des balles sont principalement localisés à l'extrémité des ailes, au milieu au-dessus des ailes et sur les ailes arrière. Donc, l'armée propose de renforcer les blindages sur les ailes pour éviter ces impacts. Voilà, c'est logique. Et soumet cette décision pour conseil au statisticien. Et le statisticien, là, évidemment, vous vous doutez bien de ce qu'il va répondre. Peut-être, il va dire c'est complètement stupide, il faut renforcer au contraire les moteurs et la tête de l'avion ainsi que la partie du milieu. Il faut renforcer tous les endroits où il n'y a pas d'impact de balles. Et est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi? Est-ce que c'est la bonne façon d'approcher le problème? Alors, c'est assez simple, en fait. Ouais. L'avion, il est... Pardon. Vas-y. L'avion, il est revenu, donc il ne s'est pas craché. Donc, a priori, c'est des impacts qui, là, l'ont pas complètement mis en péril. Voilà, exactement. En fait, comme l'avion, ce qu'on a oublié de prendre en compte, c'est que l'avion est revenu. Tout à fait. Et donc, en fait, tous les impacts qu'on voit là sont les impacts bénins qui permettent de rentrer. Et donc, tous les impacts qu'on ne voit pas sont les impacts dangereux. Voilà. Donc ça, c'est très classique et pourtant, ce n'est pas un fonctionnement intuitif. Donc, c'est encore une façon d'aborder un peu le problème
qu'on a présent à l'esprit que ce qu'on voit et pas ce qu'on ne voit pas. Et donc, il faut regarder ces zones d'ombre, les zones aveugles, pardon. Voilà, ça, c'est vraiment le biais le plus classique par rapport à ça. On l'appelle le biais du survivant, parce que justement, on a fait notre échantillonnage de nos observations dans une catégorie où on avait oublié de préciser quelque chose de très important, comme par exemple, bah oui, ils sont rentrés. Voilà. Donc là, pareil, je vous ai mis un petit florilège pour vous inspirer, mais c'est par exemple de dire, voilà, moi j'ai réussi de telle façon, c'est une étape obligatoire pour réussir, moi-même j'ai dû passer par là. Sous-entendu, il n'y a pas d'autre façon de faire, puisque si on regarde ceux qui ont réussi, ils ont réussi de telle façon. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, tous les grands dirigeants ont fait des paris fous et les ont gagnés. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi et qu'ils sont devenus, qu'ils ont gagné de la crédibilité, etc. C'est parce qu'ils ont pris énormément de risques. Ça, c'est très connu dans les entrepreneurs, par exemple, qu'il faut prendre des grands risques, puisque c'est comme ça que les entrepreneurs réussissent. Mais sauf que on voit souvent que ceux qui ont réussi, pas ceux qui se sont plantés. Ensuite, nos managers, ils ont tous les mêmes défauts. C'est une question de culture. Alors qu'en fait, c'est peut-être une question de comment on nomme les managers. Et pas forcément une question qui sont bien adaptées en fait, à la culture. En tout cas, ce n'est pas forcé. Voilà. Et donc là, moi, je relis ça à la loi de polarité. Tout est polarité au sens où une observation peut logiquement nous amener dans un sens. C'est là qu'il faut mettre le blindage de l'avion. Intuitivement dans un sens, mais logiquement dans un autre, et qui peut être l'opposé. En fait. La même observation peut vouloir dire une chose et son opposé. Il faut aller plus loin que l'intuition directe. Il faut s'en méfier en tout cas. On peut prouver le contraire de ce qu'on dit. Alors, il y en a une autre que j'aime bien. On passe à un autre biais que j'apprécie beaucoup. Alors, je vous montre une photo de deux entraîneurs de football que vous reconnaissez peut-être. Au milieu, qui crie, c'est Zinedine Zidane. Et à gauche, c'est Carlo Ancelotti. Donc, ces deux coachs, ils sont très connus, très respectés, puisqu'ils ont gagné 3 fois la Coupe d'Europe chacun, ce qui est un record pour des coachs de football. Mais ils n'ont pas du tout la même attitude sur cette photo. Il y en a un qui pointe le doigt, qui s'énerve, c'est Zidane, pendant que Carlo Ancelotti est beaucoup plus serein. Donc, on peut imaginer qu'il y en a un qui va plutôt critiquer son équipe et l'autre qui va plutôt l'encourager. Alors, je schématise. Et là-dessus, il y a une histoire intéressante de Kahneman, Daniel Kahneman, quand il travaillait dans l'armée israélienne, on lui avait dit nous, on s'est rendu compte que la critique marchait beaucoup mieux que les encouragements. C'est pour ça que je vous montre cette photo. Et lui, il avait été interloqué par ça. Alors, c'était dans un cadre, ce n'était pas dans le cadre du football, hein, c'était dans le cadre des manœuvres de l'armée de l'air israélienne, et donc dans le cadre de l'entraînement des officiers. Les formateurs, ils avaient voulu être scientifiques, hein, c'était important, c'était la guerre, et donc ils avaient fait des observations, ils avaient essayé différentes méthodes, et ils avaient dit on peut conclure de nos observations que la critique marche mieux que l'encouragement. Alors Kahneman, qui ne connaît rien aux avions, qui ne connaît pas grand-chose au pilotage, mais qui connaît 2-3 choses au sujet de l'apprentissage, il avait posé la question, il avait dit « Ah bon, mais pourquoi vous dites ça? Quelles observations vous permettent de dire ça ?» Parce que ça le surprenait, évidemment. Et donc, ils avaient dit « C'est très simple. Quand un pilote fait une très bonne manœuvre à l'entraînement et qu'il atterrit, il revient, on le félicite. Et la prochaine manœuvre qu'il fait, elle est souvent moins bonne que la précédente. Donc, il s'est relâché. Alors qu'un pilote qui fait une mauvaise manœuvre, à qui, quand il revient, on l'engueule, la prochaine manœuvre, elle est souvent meilleure. Donc, il s'est amélioré, il s'est concentré et la critique l'a reboosté. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de raisonnement, mais c'est quand même très classique d'entendre ça. Et là, un petit peu comme le statisticien et le blindage de l'avion, Daniel Kahneman, qui lui est psychologue, il dit, mais pas du tout, là, vous faites fausse route. Ce n'est pas du tout ça l'explication. L'explication, c'est tout simplement que quand un pilote fait une manœuvre exceptionnellement bonne, eh ben, elle est exceptionnellement bonne. C'est très probable que la prochaine soit moins bonne, tout simplement parce que c'est rare
de faire très bien. Et donc, il faut s'attendre à que la prochaine manœuvre soit moins bonne. Ce n'est pas une question de ce qu'on lui dit. Inversement, quand quelqu'un se plante et en dessous de son niveau, la manœuvre est moins bonne que prévu, elle n'est pas bien, c'est un événement rare, en fait, surprenant. Enfin, justement, c'est pour ça qu'on est énervé. Et donc, ce qui est tout à fait probable, c'est que statistiquement, la prochaine, elle soit plus dans les capacités du pilote et donc qu'elle soit meilleure. Et en fait, peu importe la critique ou l'encouragement, vous avez un phénomène statistique tout simple qui s'appelle le retour à la moyenne. Donc, regression to the mean en anglais. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est totalement pas intuitif pour le cerveau humain. On est quasiment tous les jours exposés à des phénomènes comme ça, qu'on n'identifie jamais à ce raisonnement très simple qui dit que une très bonne surprise est souvent une surprise parce qu'elle est rare, donc le prochain événement sera moins bon. Et inversement, une mauvaise surprise, il n'y a pas de raison de penser que le prochain événement sera aussi mauvais. Au contraire, il va plutôt s'améliorer. Et donc, dans tous les cas, les événements vont être un peu moins extrêmes que ce qu'on pense. Et l'idée qu'on les influence par la critique ou l'encouragement, il est à mesurer par rapport à ces effets-là. Alors, pareil, un petit florilège de choses que vous avez peut-être entendues pour le retour à la moyenne. Son premier projet a été une réussite au-delà des espérances. Mais la deuxième fois, elle nous a déçus. Et voilà, ça c'est classique. Combien de fois on entend des choses de ce type-là? Voilà. Pourtant, statistiquement, on ne devrait pas être déçu. Ensuite, le programme de suivi des commerciaux à faible performance porte ses fruits, puisque depuis qu'on les suit, ils ont été meilleurs. Cette année, ils ont été meilleurs. Voilà. Les commerciaux peu performants ont été meilleurs cette année. Grâce à nous, sous-entendu, on peut en douter. Ensuite, après son bonus et sa promotion de l'an dernier, il s'est relâché, il est moins performant. Voilà. Après, alors qu'il avait fait un super truc l'année dernière. Donc là, la loi du vivant que j'ai envie de raccrocher à ça, c'est le tout est juste. Il n'y a pas forcément... voilà, les choses qui arrivent, elles arrivent, et notamment, on est à la merci de l'aléatoire, il y a des corrections, et on peut faire bien, après mal, etc. Et il n'y a pas forcément une logique à chercher derrière, et ce n'est pas la peine de s'épuiser à essayer d'anticiper ou à forcément essayer d'expliquer tous les événements qui se passent. Parfois, c'est juste des autres explications statistiques. Alors, une dernière que j'aime beaucoup, c'est sur les questions. Donc, j'ai mis Julien Lepers, qui aime poser des questions. Alors, tout à l'heure, je vous ai posé la question de liberté, égalité, fraternité. Ça, c'était une question facile. On a tout de suite la réponse. Puis après, je vous ai posé une question difficile, comme 17 x 13. Et là, aucune réponse ne vient. C'est étrange, hein? Aucune réponse ne vient. Mais peut-être vous vous êtes dit 17 x 13, c'est pas très loin de 100, c'est très en dessous de 1000, je ne sais pas. Bon, on a quand même des fois des choses qui viennent, mais souvent, on a beaucoup de mal à se dire cette question elle est difficile, donc je vais l'étudier. Alors, par exemple, alors ça c'est plutôt un gag, mais parfois on ne sait pas ce qu'on cherche. Hein. Donc là, on voit les deux personnages. Ils discutent, ils veulent recruter un candidat, un mouton à 5 pattes, et finalement, ils ne trouvent pas le CV qu'il faut, mais ils trouvent quelqu'un qui a 5 pattes, et puis c'est réglé. Voilà. Donc, il y a souvent des questions difficiles, et on répond à côté à une autre question. Donc, quelques exemples sur le biais de substitution, puisqu'on substitue une question par une autre. Est-ce que cette personne est compétente? Parfois, comme c'est une question compliquée, on va répondre on va plutôt se poser la question, est-ce qu'elle a atteint ses objectifs? Et puis, on va pouvoir dire que c'est la même chose. Or, ce n'est pas la même chose, bien sûr. Est-ce que ce processus est efficace? Pareil, difficile de définir efficace, donc on va plutôt se demander, est-ce que ça a marché la dernière fois? Mais pourtant, ce n'est pas la même chose, puisqu'on ne cherche pas à savoir si ça a marché la dernière fois, on cherche à savoir s'il va marcher la prochaine fois. Donc, et ça, moi, je l'entends tout le temps. Une autre question qui va sans doute vous parler, a-t-elle le bon profil pour le poste par rapport à a-t-elle le bon CV? Alors, toutes ces questions à droite, évidemment, ne sont pas les mêmes, mais elles ont l'avantage d'être très faciles à répondre,
à cocher des cases, à être vérifiable, à être parfois objective. Donc ça, c'est compliqué en fait aussi. C'est-à-dire qu'on dit qu'on a des questions compliquées, peut-être un peu subjectives, on les remplace par des choses simples et objectives. Ben, l'entreprise ou les organisations, des fois, elles sont construites pour faire ce genre de choses-là, être objectives et simples. Mais attention, est-ce qu'on répond à la bonne question? Et ça, moi, quand je travaille à Veolia, à la direction de la stratégie, donc mon chef, il nous fait systématiquement écrire les questions stratégiques auxquelles on répond quand on fait une analyse, quand on fait un rapport, quand on fait un entretien, quand on fait des recherches. On écrit les questions d'abord, ensuite on fait les recherches et on revient toujours aux questions initiales pour ne pas être tenté de partir sur une autre question. Et donc ça, la loi du vivant auquel j'aime la relier, c'est le tout est lien. Pourquoi? Parce que la mémoire est associative, la pensée, le système 1 est associatif. Et donc, on a tendance à faire des liens entre plein de choses c'est la base de la créativité. Hein, mais si vous avez une question stratégique auquel il faut répondre, quand vous faites vos liens, il ne faut pas se perdre en route et il faut toujours être capable de revenir quand même le plus possible à la question initiale. Et donc, il faut faire des liens entre les choses, mais pas n'importe comment. Et il faut être conscient qu'on fait ces liens parfois de façon automatique. Et ça peut nous jouer des tours. Voilà. Et donc, je vous invite à réfléchir un petit peu là-dessus. Alors, avant de passer à la suite, j'avais envie d'essayer de vous faire travailler un petit peu. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va peut-être prendre 10 minutes, puisque j'aimerais finir vers 7h30. Ah mince, je ne peux pas faire de... Non. Ah, je suis désolé, j'ai un petit problème technique, puisque comme j'ai bugué et que je me suis reconnecté, je ne vais pas pouvoir faire des petits groupes. Malheureusement. Alors, peut-être que je peux quand même vous passer la parole à la place, pour ceux qui veulent, pour savoir si, maintenant qu'on a vu des exemples, est-ce qu'il y a certains exemples ou certains florilèges qui ressemblent à une situation que vous avez vécue, que vous voudriez partager et voir comment on pourrait l'améliorer la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des volontaires pour commencer? Je peux? Vas-y, Claude. Je peux. Je voudrais soumettre au groupe trois idées qui me semblent aller dans le sens de ce que tu dis, Guillaume. Malheureusement, je ne peux pas les exprimer, donner les titres en français parce que je ne sais pas. Le premier, c'est ce que j'ai souligné tout à l'heure. Ça s'appelle confirmation bias. Dans un ensemble de faits, les gens ont tendance à choisir les faits qui correspondent à leurs idées préconçues ou à leurs idées déjà formées et donner moins de poids aux faits ou aux observations qui infirment les idées reçues. Ça se produit dans la recherche scientifique assez souvent parce que les gens oublient consciencieusement des points qui sont trop loin de la courbe qu'ils avaient prévue. Et ça peut friser la malhonnêteté, mais d'une façon générale, c'est très inconscient. On a tendance à penser que les choses qui nous sont favorables, hey, j'ai gagné la loto, donc je continue de prendre des billets, c'est très courant. L'autre effet qui est courant et qui va dans le sens de ce que tu dis, c'est ce qu'on appelle le Kruger-Gunning effect. Le Kruger-Gunning effect, c'est la caractéristique du fait que les gens qui sont ignorants ou qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de formation, ont tendance à avoir des certitudes qui sont plus ancrées que les gens qui sont très versés dans une matière et qui sont d'une façon générale remplis de peut-être, if, ça correspond peut-être pas complètement et ainsi de suite. Mais c'est un effet qui est très important et qui fait que c'est quelquefois très difficile de faire en sorte que les gens changent d'idée sur une question. L'autre idée, c'est ce qu'on appelle le risk aversion to loss. Les gens ont tendance à avoir plus peur de perdre que d'espoir de gagner. Ça influence beaucoup les décisions corporatives parce que la peur de perdre les amène à prendre des décisions qui finalement n'ont pas beaucoup d'avenir. La dernière idée que je voudrais soumettre aux gens, c'est ce qu'on appelle l'effet General Electric.
qui dit que quand on s'occupe des gens, leur performance augmente, qu'on les engueule ou qu'on les félicite. Le fait de s'occuper des gens, en général, augmente la qualité de leur performance. Alors, je jette ça aux gens pour discussion. Merci Claude. Effectivement, tu as pu compléter un petit peu un certain nombre de phénomènes dont je n'ai pas eu le temps de parler par économie, mais tous ces phénomènes-là existent tout à fait. Tout à fait. Donc, la confirmation des préjugés, l'effet qui dit que plus on est ignorant, moins on a de doutes, et inversement. et puis, évidemment, on a toujours plus peur de perdre que de gagner, ce qui pousse à l'inertie. Bien sûr, surtout quand un groupe, certains ont à perdre, d'autres ont à gagner. Toujours ceux qui ont à perdre crient plus fort que ceux qui ont à gagner. Et puis voilà. Et puis effectivement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples ou de situations que vous avez vécues qui vous ont, auxquelles vous avez pensé pendant cet exposé? Guillaume, c'est Jean-François Mullier. Moi, j'ai une question sur le billet, le dernier billet de substitution. J'ai pas compris si il valait mieux dire les phrases de gauche ou les phrases de droite, en fait. Ah! Eh bien, en fait, alors je le remets. Je le remets. Hop. Et donc, en fait, la phrase de gauche, c'est la vraie question. Et la phrase de droite, c'est la question simplifiée, simpliste, qui est dangereuse, en fait. Donc, mon propos, c'était, on se pose les phrases de gauche et il ne faut pas essayer de glisser vers les phrases de droite. Voilà. Subtil. Exact. Parce qu'entre ce processus est-il efficace et est-ce qu'il a marché la dernière fois, il est efficace parce qu'il a marché la dernière fois, éventuellement. C'est en tout cas un bon indice, mais je veux savoir s'il va marcher la prochaine fois. Ok. Tu vois le piège. Donc, est-ce qu'il est reproductible? Ouais. Et donc, notre cerveau fonctionne souvent bien. Donc, souvent, l'intuition est bonne. S'il a marché la dernière fois, il va marcher la prochaine fois. Mais ce n'est pas forcément le cas. Voilà. Et donc, ce qui compte, c'est juste d'y prêter attention. Et Guillaume, j'ai bien apprécié tout ce que tu as dit, mais j'ai juste un petit souci parce que tu as parlé d'intuition. Et il me semble que ce que tu as évoqué quand tu as dit intuition, c'est la première impression. Parce que l'intuition, pour moi, c'est parfois, ça vient parfois après du temps, quoi. Quand on a pris le temps de chercher, de réfléchir, de sentir. Ce n'est pas un truc rapide. Donc, je voudrais que tu reviennes un peu sur ça, si tu veux. Alors, tout à fait. Alors, c'est un peu un abus de langage, effectivement. Donc, ce que dit les recommandations qui ressortent de ça, qui sont claires, notamment depuis Kahneman et qui sont dans Noise aussi, c'est que, voilà, effectivement, c'est un abus de langage de ma part de dire intuition. Bon. Au sens où la première pensée automatique, non réfléchie, qui vous vient comme ça, eux, ce qu'ils recommandent, c'est de la suspendre, de la retarder un petit peu comme on dirait suspendre le jugement, mais même quand on ne se rend pas compte que c'est un jugement, des fois ça vient comme ça, la réponse, comme une illusion d'optique, on voit qu'un est plus grand. Ils recommandent de la suspendre, donc c'est un peu ce que tu dis, de la suspendre, de la garder un petit peu de côté pour pouvoir laisser le temps à la réflexion plus profonde, plus lente, de se mettre en place et après reconfronter l'intuition. Okay, voilà, je vais pas. Il y a l'exemple très célèbre de Kahneman qui avait fait des tests de personnalité pour savoir si les gens devaient aller dans la marine, l'armée de l'air, etc. Et les personnes qui faisaient passer ces tests, en fait, étaient récalcitrantes à faire un QCM pour décider. Ils voulaient décider elles-mêmes. Donc, ce qu'il leur disait, c'est vous faites le test. Après, vous réfléchissez à ce que vous avez envie de dire intuitivement. Vous fermez les yeux et vous mettez votre note intuitive aussi, mais vous ne le faites pas tout de suite. Vous prenez un petit peu de temps. Et en fait, ça marchait très bien. Donc, en fait, voilà. Et l'autre chose qu'il faut dire sur l'intuition, c'est que l'intuition, ça veut dire différentes choses pour différentes personnes.
quand moi je joue aux échecs, je ne suis pas fort aux échecs. Quand je joue intuitivement, je vais mal jouer, en fait. Je vais mal jouer, puisque je vais pas prendre le temps de réfléchir. Pour un maître d'échecs, au contraire, souvent les coups intuitifs sont les meilleurs, comme un pompier qui a l'intuition que la maison va s'écrouler, il faut sortir. Alors ça, c'est très bien documenté. L'intuition des experts, elle est basée en fait sur un très long processus, non seulement d'expérience, d'apprentissage, mais aussi de feedback. Donc voilà, donc il faut se méfier. Donc voilà. Et donc c'est prouvé qu'un maître d'échecs, quand il joue aux échecs et qu'il voit un très bon coup, il utilise son système 1, que j'appelle l'intuition, alors que c'est pas du tout. C'est quelque chose de très profond aussi. C'est juste que comme c'est automatique. Voilà. Donc ça, c'est les deux éléments qui, je pense, permettent de qualifier un petit peu les trucs. Dans tous les cas, ce qui permet de progresser, c'est d'être bien conscient de ça. Qu'est-ce qu'on fait de notre intuition? Est-ce qu'on l'écoute? On dit souvent « écoute ton intuition ». Bon, c'est déjà se rendre compte qu'on a une intuition qui vient et que ce n'est pas forcément une pensée réfléchie. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de confiance des gens en général, notamment dans les milieux professionnels, qui ont des intuitions, des idées comme ça, et ils pensent que c'est mûrement réfléchi et ils cherchent des raisonnements après pour justifier pourquoi ils ont eu cette idée, alors qu'en fait, c'était juste la première idée. Donc voilà ce que je peux te dire un peu sur le… Enfin, en tout cas, ce que les éléments théoriques dont on parle là permettent de qualifier un peu cette idée d'intuition. Quand vous avez une intuition, gardez-la, mais notez-la peut-être sur un bout de papier et revenez-y 5 minutes plus tard. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres cas d'études qu'on a vus? J'aimerais bien entendre, puisqu'il y a beaucoup de gens qui font de l'accompagnement, à quoi ça vous fait, du coup, ça vous donne envie de faire attention à quoi, là, ce qu'on vient d'entendre, pour pouvoir faire votre métier convenablement? Aux premières évidences? Ouais. L'évidence. Certitude de certaines personnes dans les équipes. On va faire attention, et ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça, et qu'on fait tout un plan dans la tête, c'est souvent une erreur, quoi. Il vaut mieux imaginer qu'on n'a rien entendu et aller prendre le temps de rencontrer pour de vrai. Il y a beaucoup de certitudes. Je crois que c'est important aussi de visiter, de faire un travail sur soi pour connaître notre référentiel et nos propres préjugés et de le mettre en relation avec notre culture, pouvoir se rendre compte et être vigilant un petit peu, de se dire « Ah bah tiens, ça c'est une évidence pour moi, mais bah, finalement, quand c'est une évidence, c'est peut-être pas une évidence. » Et voilà, se mettre dans un espace de neutralité vraiment par rapport à tout ça. Nathalie nous dit dans le chat, faire attention à la première impression et ne pas devancer la problématique de son client. Il ne faut pas croire qu'on a compris trop vite. Ouais. Et moi, je n'ai pas fini les fondamentaux. Hein. Je ferai le 4e module des fondamentaux. Hein. Donc, je suis une petite jeune. Eh ben, tu as déjà vécu avant quand même les fondamentaux. Tu as vu des choses. Hein. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, enfin, Noyce, j'ai trouvé un peu dur. Maintenant, il est traduit en français, il est plus accessible. Mais il y a un moment dans les pistes, ça parle de le travail en équipe, en fait. Ça valorise le fait de consulter, de prendre des décisions à plusieurs et pas juste tout seul entre moi et moi, quoi. Et notamment, une approche qu'on a chez Mosaïque qui est le co-coaching, où on va partager des impressions différentes, des idées différentes, des symboles, des choses comme ça. Et à un moment donné, il émerge quelque chose qu'on n'aurait pas pu trouver tout seul. C'est une des garanties contre les biais, à condition qu'on ait dans l'équipe des gens différents, qui n'ont pas les mêmes biais tous, et puis qui osent parler, quoi, qui osent dire que… Exactement. Et c'est ça. Une des grandes recommandations, c'est pour ça que j'ai mis des exemples de phrases. C'est parce qu'en fait, le but, c'est de pouvoir en parler, créer une culture de l'erreur, en fait. Et quand on entend un collègue dire quelque chose, ça nous fait réagir. On est toujours beaucoup plus sensible à la paille dans l'œil du voisin. Et donc, en fait, si tout le monde partage un peu le même langage et dit « Ah, mais regarde, c'est un biais de substitution, mais regarde ton échantillon, etc. » Bon, ça permet en fait d'éviter les erreurs, puisque Kahneman lui-même, il rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui lui disent
oh, je vais acheter votre livre, je vais lire votre livre pour que ça change ma façon de penser, que ça l'améliore. Et donc, lui, il répond toujours, moi, je l'ai écrit et ça n'a pas changé comment je pense. C'est pas on ne va pas changer. Par contre, on peut en parler et on peut être checké par d'autres. Et voilà. Et donc, par contre, effectivement, c'est dans des équipes diversifiées. Sinon, l'effet inverse se produit, dont je n'ai pas parlé parce qu'on ne va pas parler que de choses désespérantes. Mais si on a tous un peu les mêmes façons de penser, en fait, ça va créer des bulles inverses où tout le monde sort du meeting en disant « le projet, il est génial, il est génial ». Et voilà. Alors qu'en fait, individuellement, chacun faisait plus attention. Alors, je vais juste conclure quelques mots pour faire le lien un peu avec la stratégie et le bruit assez rapidement. Ouais, juste avant que tu conclues, Guillaume, j'avais quelque chose qui me revient à un souvenir d'un dirigeant qui accompagnait dans d'une PME, mais qui avait une très, très grosse décision à prendre et qui arrive tout content un lundi matin en me disant c'est bon, hier j'ai pris ma décision au golf. Et je lui dis, ah ben, c'est super, donc il faisait beau hier. Et je lui dis, bon, si vous n'avez plus, est-ce que vous auriez pris la même décision? Et là, il y a un grand blanc à ce moment-là. Il me regarde et il fait, ah non, je crois que s'il n'avait plus, je n'aurais pas du tout pris la même décision. On a des critères un peu plus clair et plus objectif, et il a pris son choix par rapport à des critères. Il a mis la pluie et le beau temps dedans et il a posé des critères plus objectifs, mais il a mis plus de critères pour pouvoir étayer mieux sa décision plutôt que de juste je suis de bonne humeur et j'ai fait une super partie. On va. C'est exactement ça, on va parler. Emmanuela, tu parles de chercher le factuel et pas seulement les interprétations et les évaluations. Tout à fait. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Je me dépêche. Si, vous le voyez? Non? Non. Cher. Alors, effectivement, là, on a parlé, je ne vais pas m'étendre, hein, mais on a parlé des biais. Alors, quand on essaie de prendre une décision, on essaie de viser le centre de la cible, ça c'est le A. Si vous regardez le C en bas à gauche, c'est les biais dont on a parlé, tout le monde se trompe un peu dans le même sens. Et puis quand c'est étalé, en haut à droite, c'est ce qu'on appelle noisy, il y a du bruit, il y a de l'aléatoire. Et donc on est à peu près tous bien alignés, mais on se trompe aléatoirement. Et puis en fait, ce qui se passe pour de vrai dans la vie, c'est le D, c'est-à-dire qu'on est à la fois biaisé et à la fois il y a du bruit, il y a de l'aléatoire. Et donc en fait, c'est hyper dur de savoir. Donc quand je regarde les cibles, qui tire le mieux, n'empêche que celui qui est le plus proche de la cible est dans l'équipe D, hein, qui est la pire équipe. Donc ça, c'est vraiment la tragédie moderne des probabilités, des statistiques et de la rationalité, c'est que l'équipe D, elle est meilleure que l'équipe B, que l'équipe C. Voilà. Alors, elle est moins bonne que l'équipe A, mais enfin, c'est très, très rare. T'es sûr de ça, toi? Redis-moi ça. J'ai dit, t'es sûr que c'est l'équipe D qui est la meilleure? En tout cas, celui qui est la plus proche, il y en a un qui a tapé un coup. Il y en a un qui C'est ça. Prends du tir. Le point central du bruit est dans le blanc vers le rouge et l'autre est un petit peu plus vers le blanc. Moi, je dis que c'est meilleur. C'est meilleur, mais si tu regardais… Non, mais tout à fait. Non, mais évidemment, bien sûr. Mais en moyenne. Mais si tu regardes le meilleur commercial, le meilleur homme politique, le meilleur machin, il va être dans l'équipe D. Voilà, c'est un hasard. Et c'est pas mérité. Ouais, comme tu veux. Ah oui, mais… Moi, en D, ton chevreuil court encore et puis en C, il est mort. C'est ce qu'il faut espérer. C'est ce qu'il faut espérer. Mais voilà, c'est pas aussi simple quand on est dans des décisions qui sont pas visuelles ou quantifiables. Et donc ça, c'est un vrai drame. Hein. Et donc en fait, du coup, dans l'erreur, il faut jamais oublier que quand on a de l'imprécision, on a beaucoup de raisons d'avoir tort. Bien dire ça. Le but, c'est pas toujours d'avoir raison ou tort, mais enfin, on a beaucoup de raisons d'avoir tort. On peut avoir des erreurs systématiques, mais on peut avoir des erreurs aléatoires. Et donc, c'est un peu ce dont tu parlais tout à l'heure, Christophe. Donc, on peut être moins sévère que son collègue. Donc, on a une variabilité. Et il y en a probablement un des deux qui a tort, en fait. Ça peut être occasionnel. Donc, ça, c'est ton client au golf,
Christophe. Je ne suis pas du matin. Là, j'étais de bonne humeur. Là, j'ai faim. Et donc, je ne me suis pas comporté pareil. Je n'ai pas pris la même décision. Ou alors après, le motif. Donc, par exemple, moi, je suis très attaché à l'apparence des gens. Moi, je suis très attaché à leur capacité intellectuelle. Moi, je suis très attaché à leur capacité émotionnelle. Et du coup, on n'est pas attaché aux mêmes choses. Et donc, en fait, il y a pas mal de chances qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Et donc, qu'on fasse des erreurs au sens où qu'on ne tire pas tous au même endroit. Et du coup, quand il faut prendre une décision, on a tendance à se tromper. Alors, pourquoi je rajoute ça? C'est juste pour conclure en disant, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être stratégique, quoi? Si vraiment c'est aussi difficile d'être précis, si on est aussi biaisé, si on est aussi arrogant au sens où on est beaucoup trop sûr de soi, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire une stratégie? Ou est-ce qu'on va se retrouver dans le cas du dessin des chairs que je montre à droite, où on va remonter la pente pour créer une stratégie compliquée en partant de la base, puis on va monter, prendre plein de décisions, faire plein d'analyses biaisées, fausses. On va se retrouver en haut, on va exécuter, puis là, on va se retrouver en bas, que j'ai symbolisé par la cascade. Et on crée un mouvement perpétuel. Hein. Donc, voilà. Est-ce que c'est vraiment possible? Moi, je suis persuadé que oui. Je voulais vous laisser sur ce message à la fin. C'est tout simplement. Est-ce que je voudrais intervenir. En fait, à cette question, la réponse que je mettrai sur la table, c'est quelle est l'alternative? L'alternative est-elle pas de stratégie? Voilà. Ce n'est pas une alternative acceptable. Ou pas. Voilà. Donc, il y a toujours pour moi en filigrane, dans les personnes que je peux suivre, leur allégeance à une idée de perfection non atteignable, qui est démobilisée, qui accentue l'idée du risque de se tromper et qui, dans des moments où on est tétanisé ou pas à l'aise à l'idée du risque de se tromper, on peut avoir moins accès à des forces, des qualités d'observation, avec tous les détails qui ont été dits, hein, qui comptent. Donc, a-t-on le choix? Je ne sais pas si on était censé répondre à la question une stratégie à quoi bon. Heureusement qu'on en parle de la stratégie quand même. Hein. Merci pour cet échange. Oui, tout à fait. Mais voilà, il y a, voilà, c'est pas, en tout cas, ça se passe jamais comme prévu, et donc je pense que ça remet en question aussi qu'est-ce qu'on entend par stratégie. Et donc notamment, moi, ma vision, elle est assez simple. J'ai pris une métaphore, c'est celle de la feuille, hein, donc c'est la feuille de route stratégique. Alors on dit toujours on va faire des feuilles de route. Donc, j'aime bien cette idée de feuille de route parce qu'à la fois c'est une feuille et elle est en route. Aujourd'hui, une organisation, que ce soit après une fusion, après un changement de direction, après un événement catastrophique, maman par exemple, tu parlais de ça, on a toujours. Moi, je pense que c'est une illusion de dire qu'on fait une nouvelle feuille stratégique. Il y a pas on ne part pas de zéro, on part toujours de ce qui se passe là. Et donc, en fait, on est toujours plutôt en train de corriger ou de travailler sur des erreurs ou des préjugés du passé. Et donc, on est dans une stratégie qui est toujours émergente. La feuille de route stratégique, elle vit sa vie. Et puis, à un bout d'un moment, elle va, comme la feuille de l'arbre, elle va tomber, elle va pourrir au pied d'un arbre qui va créer un nouveau. Et donc, en fait, la stratégie, ce n'est pas linéaire, c'est plutôt émergent. Elles vivent, elles meurent, elles changent. Et en tout cas, elles ne sont jamais basées sur rien. Elles sont toujours au milieu d'une histoire, au milieu de personnes. Et donc, quels que soient les grands changements dans l'entreprise qui poussent à faire un changement stratégique, il faut vraiment le voir comme une évolution vivante, etc. Et donc, je pense que c'est une approche beaucoup plus productive que celle que, bon, voilà, donc moi j'essaye d'appliquer ça, hein. Je fais de la stratégie à longueur de journée. Souvent on a des plans, c'est comme si on partait de zéro, sans penser aux gens qui étaient là, aux organisations, aux succès, aux échecs qu'on a eu avant. C'est une erreur selon moi, et donc il faudrait approcher la stratégie uniquement dans une idée d'évolution
qui permet de casser ce chemin qui finalement risque de se retrouver comme le schéma d'échelle que j'ai montré tout à l'heure et de devenir totalement circulaire parce qu'on a peur de se tromper. Donc, quand on fait une nouvelle stratégie, un nouveau commencement, il y avait quoi avant, il y a quoi qu'on garde, il y a quoi qu'on ne garde pas. Moi, c'est vraiment ma vision pour les accompagnements stratégiques du XXIe siècle, quoi. Je pense qu'on est dans un monde qui doit se transformer écologiquement, socialement, démographiquement. Et donc, comme il est en transformation, ce n'est pas des feuilles de A à Z, puisqu'en fait, on est déjà à la lettre X, V, W, ça dépend, G. Voilà. Et donc, on essaie de travailler uniquement en émergence avec une vision beaucoup plus vivante des choses. Voilà. Je veux conclure là-dessus. Je vais juste vous annoncer avant que vous partiez que le 16 décembre, il y a un autre phosphore animé par Anouk Debar à 18h15 sur l'alliance de la métaphore et du questionnement. Donc, si vous voulez expérimenter l'utilisation de la métaphore associée au questionnement, inspiré du questionnement clean de Grove pour offrir à vos clients la possibilité de se révéler et de révéler. Voilà, les inscriptions au secrétariat comme d'habitude. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. On peut avoir des commentaires dans le chat, s'il vous plaît, ou quelques personnes qui pourraient dire comment vous ressortez de cette heure avec Guillaume. À la fois, hein. C'est ça, à distance, tout le monde écrit, mais on ne se parle pas. Moi, je voulais remercier Guillaume et puis ceux qui étaient là. C'est un sujet sur lequel on ne passe pas beaucoup de temps à Mosaïque, mais moi, je le vois très, très souvent dans les supervisions et les aquariums. C'est important de prendre le temps de regarder nos points de vue, nos biais, tout ça, pour pouvoir être un petit peu plus proche. Et Guillaume, tu parlais des stratégies d'urgence, c'est chaud à mon cœur. L'approche constructiviste, qui est un mot grossier qu'on enseigne à Mosaïque, c'est vraiment de avancer vers sa stratégie, faire un point d'étape, regarder les faits et pas ce qu'on croyait avoir fait. Ce n'est pas parce que ça ne se passe pas comme on a dit qu'on a été mauvais, c'est juste qu'on n'avait pas intégré toutes les infos et on repart avec le sourire aux lèvres. Et c'est possible. Voilà, la chance sourit aux audacieux, disait mon cher Gabillet. Non, ce n'est pas lui qui a dit ça. C'est antique, ça. Ouais, c'est antique. Hein. Je ne me rappelle plus. Quand vous le trouverez, vous me l'écrirez, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, toujours prêt à approfondir ce sujet qui, je pense, est un très bon sujet de travail et de pratique. À bientôt. Travaillez-le en groupe surtout, pas tout seul. Tout seul, on a toujours raison. Salut. Au revoir.